votre avis? Eh bien, je pense, on parle de grains de sable dans la machine. Effectivement, si nous avons un grand sentiment d'impuissance, je me suis aperçu que nous avons tous un grand pouvoir de nuire à l'endroit où nous sommes. Et je pense que nos maladies collectives, comme la dépression, le manque de confiance en soi, comme toutes les formes de délinquance et d'égoïsme social, comme les formes de victimisation, toutes, chez chacun d'entre nous, peuvent contribuer à l'avènement d'une société très menaçante et menacée aussi. Est-ce que vous diriez que les grands symptômes que l'on connaît en termes de psychothérapie individuelle se retrouvent au niveau de la thérapie sociale? Par exemple, la dépression. Est-ce qu'on peut parler de dépression sociale? Bien sûr, puisque aujourd'hui, beaucoup de personnes dans nos sociétés manquent de confiance en elles, beaucoup de personnes n'ont plus de projet, ne sentent plus d'avenir, et beaucoup de personnes cachent leur désespoir par différents subterfuges comme l'alcoolisme ou la toxicomanie. Alors, autre symptôme, dans tous les milieux. La paranoïa. Oui. Sociale, possible? Oui, bien sûr, collective. Dans certaines régions du globe, il y a des théories du complot qui fleurissent. Et puis partout, aussi bien chez nous, dans nos pays d'Occident, ce sentiment de victimisation peut aboutir à des paranoïas, à ce sentiment que nous sommes victimes de mauvais, de méchants, qui complotent pour que nous soyons malheureux et pour que nous soyons en guerre les uns avec les autres. L'antisémitisme, par exemple, c'est une forme de délire? C'est une des formes, pour moi, que peut prendre cette paranoïa collective. C'est l'idée que si ça se passe mal pour nous, collectivement, c'est qu'il y a des complots, il y a des gens qui trament, et ces gens peuvent être évidemment identifiés traditionnellement aux Juifs, comme ça a été souvent le cas dans l'histoire de l'Europe depuis le Moyen-Âge. Alors, je me mets à la place de nos téléspectateurs, Charles Rogeman, qui vous regardent, qui se disent « mais ce monsieur a réponse à tout ». Est-ce que vous êtes un gourou? Je ne crois pas que je sois un gourou parce que je n'aime pas beaucoup les gourous et que le sens de mon travail, justement, c'est de permettre à des gens qui adhèrent à des maîtres, à des propagandes, à des systèmes de pensée autoritaires, que ces gens puissent retrouver leur autonomie et puissent travailler avec les autres tout en restant eux-mêmes. Une expression que vous utilisez dans vos écrits, en tous les cas, est celle de guérisseur blessé. De quoi s'agit-il? Est-ce une condition nécessaire à l'exercice de la thérapie sociale? Absolument, parce que je me souviens de ce que disait Carl Gustav Jung, un autre psychologue, un autre psychanalyste célèbre d'origine suisse. Il disait que lorsque le médecin est conscient de sa maladie et accepte d'avoir une maladie en lui, il aide à développer le médecin intérieur chez le patient. Alors je m'explique, cela veut dire que guérisseur blessé, je ne suis pas supérieur aux autres, j'ai les mêmes maladies que les autres, simplement je connais le processus qui permet de sortir de cette maladie et dans mon travail, cette conscience que j'ai d'être moi aussi atteint par toutes les maladies sociales dont je viens de parler, eh bien, aide les personnes à sentir qu'elles aussi, elles ont la ressource de se guérir elles-mêmes. Charles Rogeman, vous venez de nous dire que vous n'étiez pas gourou, vous n'êtes pas davantage prophète, j'imagine, mais il me faut tout de même vous demander, en quelque sorte, de jouer au pronostiqueur, sinon au prophète, et de nous dire comment vous voyez le siècle qui vient de démarrer. Grandeur ou décadence? C'est la question que l'on pose de manière rituelle en fin d'émission à chacun de nos invités. Oui, je dirais aussi terreur ou paix. C'est aussi le dilemme. Je pense très sérieusement que l'avenir est imprévisible, que comme le nom de Dieu est imprononçable. Absolument, l'avenir est absolument imprévisible, tout est possible, tout peut arriver, et souvent les grands changements d'ailleurs sont improbables, comme le disent certains.
Donc je ne peux pas être prophète, je peux simplement dire ce que je ressens, la vision que j'ai du monde d'aujourd'hui. Je sens à la fois que la folie gagne, que le fanatisme gagne, que le besoin d'une main ferme et autoritaire est lié au désordre du monde actuel et qu'on voit partout. Vous voulez dire par là que c'est une bonne chose? Non, pas que c'est une bonne chose, mais que le besoin existe. C'est-à-dire que le besoin d'une main forte et soi-disant secourable existe parce que le monde est en désordre et que nous ne savons pas bien changer pour nous adapter à la vie telle qu'elle est. Et ça, vous le remarquez dans toute une série de domaines, que ce soit la famille, l'école, le travail, la ville. Absolument, absolument. Cette nostalgie dont on parlait tout à l'heure de l'autorité traditionnelle, elle est présente et elle peut se manifester sous la forme de différentes formes de sécuritarisme, de totalitarisme, de fanatisme. Mais en même temps, j'ai une vision très positive, très optimiste de l'humanité, quand je vois ce qui se passe dans ces groupes avec lesquels je travaille, ou quand je vois très très rapidement à quel point les changements se font, à quel point les gens passent de la culpabilité justement à la responsabilité, à quel point des gens qui se haïssent peuvent d'un seul coup se reconnaître comme frères en humanité, à quel point la violence peut tomber pour laisser la place à des conflits constructifs. Je le vois tous les jours. Et je vois ce processus arriver très rapidement. Donc je pense qu'il y a à la fois un grand danger qui nous menace, qui menace toutes les sociétés humaines, et évidemment on le voit à quel point, par exemple, dans des contrées comme l'Afrique, ce retour au désordre et à la violence peut créer de haine réciproque, comme on l'a vu par exemple au Rwanda. Ça, je le vois très clairement, et je vois cette capacité ce décalage, je dirais, entre les capacités de raison humaine et la puissance technologique acquise par l'humanité. Je le vois aussi comme un grand danger. Et en même temps, paradoxalement, je vois un énorme potentiel de changement chez les êtres humains, chez tous les êtres humains. J'en ai approché de très durs, de très difficiles, et à chaque fois, j'ai senti que l'impossible était justement possible. Alors vous en appelez aussi, c'est récurrent dans vos articles, dans vos ouvrages, à une sorte de nouvelle éthique de la responsabilité, de la sociabilité. Vous nous avez expliqué, notamment à travers la phrase de Denis de Rougemont, l'importance que vous accordiez à la responsabilité. Quelles sont, à votre avis, les conditions nécessaires pour la codification de cette nouvelle éthique? Est-ce qu'il faut l'enseigner dans les écoles? Est-ce que l'école est en quelque sorte aussi l'école de la société, de ce point de vue-là? Certainement. Moi-même, je travaille beaucoup dans les écoles, mais je pense qu'avant de travailler avec les enfants dans les écoles, il faut d'abord travailler avec les enseignants. Et je pense que là, il y a quelque chose qui est très important aujourd'hui, en tout cas dans nos sociétés, c'est la formation de tous les gens qui aident les autres. Et il s'agit de les aider à remplir leur rôle aujourd'hui, parce que la manière dont ils remplissent leur rôle, que ce soit les travailleurs sociaux, la police, les enseignants, n'est pas toujours adaptée, non pas faute de qualité humaine, parce qu'il y a des gens dans tous ces métiers-là qui font des miracles, mais faute de formation, faute de préparation à ce nouveau monde dans lequel nous vivons. J'allais vous le demander, hein. Vous êtes le premier, mais comment devient-on thérapeute social? On fait des études particulières, une formation spéciale? Oui, bien sûr. Depuis quelques années, je forme des gens dans différents pays, en Italie, en Allemagne, en France, en Suisse. Mais je pense surtout que ce dont nous avons besoin, c'est d'une prise de conscience que nous ne pourrons vivre fraternellement, puisque c'est avant tout la fraternité qui nous manque aujourd'hui, que nous vivrons fraternellement, que si nous acceptons les uns et les autres nos ombres, nos limites, nos faiblesses, nos peurs. Et je crois que profondément, c'est ça qui nous manque, c'est-à-dire que nous avons toujours le rêve inconscient de créer une humanité supérieure, délivrée du mal, mais je pense que ce qui est le propre de la démocratie, justement, cette démocratie après laquelle nous courons sans jamais jusqu'à présent l'atteindre, c'est la capacité d'intégrer le mal qui est à l'intérieur de nous. Et pour moi, la véritable recherche que nous avons besoin de faire ensemble, c'est cette acceptation du mal à l'intérieur de nous
pour éviter justement de projeter ces ombres du mal sur les autres et en particulier des boucs émissaires. Ce que tentent de faire pratiquement tous les régimes totalitaires, et c'est une grande tentation pour l'être humain. Attendez, est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il y a une part de diable en vous, Charles Rogeman? Bien sûr, comme en nous tous, comme en vous-même, comme en nous tous. Et si cette part... Je ne serais pas venu pour rien. Oui, mais si cette part du diable est présente en moi, et peut-être moins présente que chez des personnes, je dirais, plus diaboliques, ben c'est peut-être tout simplement que j'ai eu de la chance. C'est que j'ai fait les rencontres qu'il fallait, c'est que j'ai vécu dans des environnements qui m'ont permis de développer un peu plus la partie la meilleure de moi-même. Finalement, je pense à Hannah Arendt, à tout son travail sur le totalitarisme. Oui. Vous êtes un survivant, on peut le dire. Oui. Vous êtes avec nous dans une démocratie qui doit, on l'oublie trop souvent, se protéger. C'est peut-être ça le défi majeur, c'est de sauver la démocratie. Vous dites quelque part, un citoyen démocrate, c'est un citoyen libéré de la peur. Oui. Je pense que nous devons non seulement sauver la démocratie, mais nous devons recréer la démocratie. Je pense que cette démocratie est malade et que cette démocratie conduit justement à tous les totalitarismes, inévitablement, et c'est cette démocratie qu'il faut guérir aujourd'hui. Charles Rogeman, merci beaucoup. Bonne route sur les chemins de la thérapie sociale dans les banlieues. Et puis prochainement, je crois, au Rwanda, vous allez... et en Tchétchénie. En Tchétchénie, vous confrontez à d'autres réalités encore que celles des banlieues, les Tchétchènes, les Russes, les Hutus, les Tutsis. Il y a encore... du pain sur la planche. Je rappelle que vos 2 derniers livres sont parus chez Jean-Claude Lattès. J'en rappelle les titres. Ce n'est pas moi, c'est lui, ne plus être victime des autres. Et la réconciliation, une bande dessinée absolument bouleversante qui raconte l'histoire vraie d'une réconciliation, la suite au terme de cette centaine de planches, d'une poésie, d'une vérité tout à fait extraordinaire. 2 ouvrages réalisés avec votre fille Théa, que vous voudrez bien saluer de notre part, ainsi que tous vos enfants. Alors si vous souhaitez la bibliographie de Charles Rogeman, il vous suffit de nous écrire, soit par courriel à Nom de Dieu, j'insiste, en un mot, un Nom de Dieu en minuscule au pluriel et en un mot, @rtbf.be, ou alors à l'ancienne, comme je le fais toujours, par la poste, en ce qui me concerne, Nom de Dieu, RTBF, Palais des Congrès, 4020, Liège, Belgique. Merci donc à Charles Rogeman, bon retour. Merci à vous. Merci à toutes et à tous. Bonne fin de soirée. Au revoir.